Auditrices et auditeurs de la grande radio Fréquence Gandal, bonsoir. Nous vous souhaitons la bienvenue à l'émission de Portal Fi Bantal Fouta Jalon sur l'histoire récente de la Guinée. Comme vous le savez, toutes les 2 semaines, les mercredis, à partir de 22h30, heure de New York, nous nous rencontrons pour lire une page de l'histoire de notre pays. Et nous savons que l'histoire de notre pays est marquée par la violence de l'État. Et l'État qui doit normalement assurer la sauvegarde des citoyens et de leurs biens, alors les citoyens et leurs biens sont victimes de ce même État. C'est ce que nous avons eu depuis l'indépendance jusqu'à présent. Donc, pour essayer de changer ensemble, nous devons toujours voir, en fait, regarder le passé, analyser le présent et envisager le futur. Donc, aujourd'hui, la commission centrale de Portal Fi Bantal Fouta Jalon va nous exposer sur 2 points. Le premier point est sur l'affaire de Kapororaï et de Kipé à la CEDEAO, à Abuja. Vous savez qu'il y a une plainte qui est reçue là-bas contre le gouvernement guinéen. Et le deuxième point va porter sur le coup d'État constitutionnel qu'envisage le gouvernement guinéen. Donc, comme vous l'a si bien dit, l'émission d'aujourd'hui est en français. Ceux qui veulent poser des questions ou bien intervenir, ils pourront toujours le faire dans la langue de choix. Ce sera traduit en français. Donc, nous allons passer la parole à l'exposant qui est M. Bachirba. Après M. Bachirba, nous allons donner le micro au panel de la commission centrale de Portal Fi Bantal Fouta Jalon. Après le panel de la commission centrale, alors l'honneur va échouer maintenant au panel de notre grande radio Fréquence Ganda. Et ensuite, la parole sera maintenant donnée au public, aux auditeurs. Ils pourront, comme je l'ai dit, intervenir dans la langue de choix. Ils pourront décliner leur nom et intervenir dans la langue de choix. Et puis, on va traduire en français. Et si c'est des questions, il y aura la réponse. Donc, alors, sans tarder, je vais passer la parole à M. Bassir. Bassir, si vous nous entendez, on passe le micro. Très bien. Merci beaucoup, M. Abdraman Barry. Et je me joins à vous pour saluer tous ceux qui nous écoutent à travers le monde. Et comme vous l'avez si bien dit, sans perdre beaucoup de temps, on va aborder les 2 points du débat de ce jour. Inutile de dire que c'est des questions assez importantes d'actualité, à la fois d'actualité historique, comme on aura à le montrer, qui ont un point d'ancrage commun, qui est la culture d'impunité par rapport aux violences que les États guinéens ont toujours exercées contre les populations de notre pays. Et pour revenir au premier point, on va faire une mise au point de là où on en est pour ce qui est du dossier de Kaporo. Beaucoup de personnes ont dû lire à travers les médias que le dossier avait été déposé, que 3 jours plus tard, la CEDEAO la Cour de la CEDEAO a demandé une première audience sur les demandes de suspension de toute transaction sur les terres des spoliés, ainsi que toute démolition future sans diligence totale de nouvelles maisons. Et bon, effectivement, depuis le dépôt de ce dossier et son acceptation par la Cour de la CEDEAO, 350 autres familles environ se sont joints aux 1203 qui existaient déjà. Donc on a un total d'environ 1500 plaignants. Et l'audition du 27 juin a eu lieu effectivement en la présence de notre avocat Maître Dramé ainsi que d'une délégation des victimes venues de Conakry. Et durant l'audition,
il y a eu un acquis majeur qui est que la Cour a accepté, après délibération, a accepté de recevoir le cas comme un cas valable, la plainte comme une plainte valide. Mais comme on aurait pu le deviner ou malgré tout on est surpris, l'État guinéen n'a pas fait présence, n'a pas fait acte de présence pour répondre aux accusations graves qui lui ont été adressées par des Guinéens. Il a montré un mépris total de la Cour, un mépris total par rapport aux victimes. Et c'est d'ailleurs ce que le rapport de Human Rights Watch, qui a dépêché une délégation d'experts et de témoins et de reporters en Guinée, qui ont interrogé des victimes, environ une quarantaine, et qui ont fait un rapport extrêmement profond et à la fois choquant sur ce qu'ils ont vu, ce qui s'est passé à Kaporo. Et donc, pour le moment, la Cour a donné à l'État guinéen un délai supplémentaire qui est au 10 juillet, au terme duquel ils seront obligés de prendre des décisions par rapport à la présentation qui est faite par notre avocat qui représente les victimes. Donc voilà l'état auquel on a affaire. Même devant une cour, alors que le jour de l'audience, le 27 juin, Alpha Condé était à Abuja, alors qu'il voulait briguer la présidence de la conférence des chefs d'État pour une période d'une année, afin de pouvoir utiliser ça comme tremplin pour faire son escroquerie habituelle, alors qu'il se présente à Abuja lui-même, il n'a pas daigné exiger que son ministre de la Justice réponde à des accusations qui touchent des citoyens guinéens qu'il prétend représenter. Il faut bien retenir ce point, le mépris pour lequel ce n'est même pas un mépris de la justice, c'est quelque chose de beaucoup plus bas, de beaucoup plus profond, c'est le mépris que ce président et tous ceux qui l'ont précédé ont pour leurs propres citoyens. Sinon, la moindre des choses, alors que tu es dans la même ville, tu aurais pu montrer que tu as un minimum de respect pour tes citoyens et leurs préoccupations, surtout que des organisations indépendantes, préoccupées par les droits de l'homme, ont daigné envoyer des gens en Guinée avec leur propre argent, faire des enquêtes et publier des rapports pour attirer l'attention du monde entier sur les crimes qui sont en train de se commettre contre des pauvres citoyens qui n'ont absolument rien fait. Cette fois-ci, on ne peut même pas dire que c'est des manifestants en colère contre le régime. C'est des gens qui paisiblement vivaient dans leur demeure. Certains depuis plus de 40 ans qu'on est venu expulser manu militari sans compensation au mois de Ramadan et sans aucune forme de secours. Et comme Human Rights Watch, le rapport a indiqué, eh bien, quand ils ont demandé au gouvernement guinéen comment ça se fait que, selon toutes les conventions internationales, ils n'ont pas pensé à reloger les gens, qu'est-ce que le ministre de la Justice, le ministre de l'Aménagement du territoire et de la ville, c'est à daigner leur répondre. Il leur a dit, lui et son secrétaire général du nom de Mohamed Mahama Kamara, ont dit que ceux qui ont été expulsés ont des maisons et qu'ils n'ont mis personne à la rue, ou s'ils n'ont pas de maison, ils ont des parents chez qui ils peuvent habiter. Et Human Rights Watch, après leur visite en Guinée, a conclu, a dit que le gouvernement guinéen n'a pas seulement démoli des maisons, il a bouleversé les vides et les moyens de subsistance de personnes. Le fait de ne pas fournir de logement, de remplacement ou même une aide humanitaire immédiate aux personnes expulsées est une violation des droits humains et révèle un mépris flagrant pour la dignité humaine. Corroboration de ce que j'avais introduit et que nous connaissons tous. Donc voilà la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, un gouvernement non seulement de bandits, mais de mépris pour les gens qui les font vivre. Parce que c'est les Guinéens qui font vivre tous ces fonctionnaires. C'est le travail des Guinéens, ce sont les richesses de la Guinée qui les font vivre, c'est rien d'autre. S'il n'y avait pas la Guinée, même s'ils reçoivent de l'aide de l'étranger, cette aide n'est pas destinée à eux, elle est destinée aux Guinéens. Et ils se permettent de dire que les gens qui ont été expulsés ont des maisons secondaires ou qu'ils vont être pris en charge par leurs parents. Et Human Rights Watch
a pris ça au mot, ils ont enquêté, ils ont demandé, ils ont vu une femme âgée de plus de 80 ans à Dar es Salaam qui leur a montré que sa maison ayant été détruite, nos maisons ont été détruites pendant le Ramadan, nous n'avons nulle part où aller, qui avait construit un taudis avec des tôles, avec un bébé qu'on est censé croire être un de ses petits-fils de 8 mois. Il n'y a eu aucune indemnisation. Au contraire, quand le gouvernement a appris que pour une fois, les Guinéens ne se laissent pas faire et qu'une plainte a été formulée en bonne et due forme près de la CEDEAO, eh bien, ils sont allés à Dar es Salaam, ils ont indemnisé chacune des victimes pour ceux qui ont accepté pour la somme de $2190, ce qui représente environ 20 millions de francs guinéens. Et bien au-dessus du prix du terrain, des parcelles de leur parcelle. Bien au-dessus. Eh bien, mais qu'à cela ne tienne. Et quand on a demandé, encore Human Rights Watch, quand ils ont demandé au secrétaire général et au ministre chargé de la ville, ils ont dit que, bon, si les gens ne sont pas contents, ils n'ont qu'à aller se plaindre ailleurs. Et on se rappelle que les premières victimes de Kipé avaient fait une plainte. Ils ont non seulement été déboutés, mais on leur a imposé une amende de 500 millions de francs guinéens. Et Human Rights Watch de conclure qu'il demande au gouvernement guinéen d'arrêter ces expulsions, de suivre les règles internationales en termes d'expulsion et de droit de préemption sur des terrains qui sont de fournir un logement de remplacement à tout habitant de la même qualité ou d'une qualité supérieure que ce qu'il avait. Et de cesser toute nouvelle expulsion jusqu'à plus garantir le respect des droits des habitants, y compris un préavis, l'indemnisation et le relogement avant les expulsions. Bien sûr, relogement, les gens doivent avoir où aller, ils doivent avoir quitté pour qu'on vienne démolir leur maison. Voilà donc, ça ce n'est pas Portal qui le dit, nous on le sait. C'est pour ça qu'on a décidé cette fois-ci d'amener cette affaire flagrante devant la cour de la CEDEAO. La CEDEAO n'a jamais reçu un dossier aussi lourd. Ceci explique en partie le fait qu'ils ne pouvaient pas faire une décision aussi rapide, bien qu'ils aient compris la nécessité d'agir au plus vite. Donc, nous, avec les victimes, nous attendons tous le 10 juillet pour voir leur décision et comment le gouvernement guinéen va esquiver encore cette décision, essayer de l'escamoter et de la présenter sous des formes biaisées pour pouvoir encore vouloir échapper à la justice. Mais nous ne le laisserons pas faire. Nous demandons à tout le monde de se mobiliser sur ce dossier qui est d'une importance capitale, beaucoup plus capitale que la tentative de coup d'État constitutionnel parce qu'elle obéit à la même logique. Si on arrive à mettre un frein à ce genre de violation, eh bien, on aura mis un clou dans le char de la machine de répression qui a sévi chez nous. C'est par des actions concrètes auxquelles les gens ne croient pas parce qu'ils n'ont jamais compris la notion de justice. À plus forte raison d'y croire, elle n'a jamais été pratiquée dans notre pays, qu'on se retrouve aujourd'hui avec des gouvernements qui peuvent venir casser des maisons alors que des gens y habitent et croire pouvoir y échapper au XXIe siècle. Donc voilà où on en est pour ce dossier. On attend. On demande à toute personne qui veut soutenir, comme on l'a dit la fois dernière, Portal a pris jusqu'à présent en charge tout ce qui est relatif aux frais, aux dépenses courantes. L'avocat, d'une magnanimité et d'une compétence sans égale, a promis à travailler sans être payé ni exiger un versement préalable. Et il a travaillé sans relâche, il a présenté un dossier excellent. Nous vous convions à tout le monde de se joindre à cet effort. Ce sera un effort collectif qu'on a engagé pour nous tous. C'est ce qui va protéger tous les citoyens de la Guinée. C'est ce qui va faire de notre nation, un pays où il est bon vivre pour tout le monde. C'est ce qui va réduire le poison instillé dans la tête des gens par l'ethnocentrisme, l'ethnostratégie et toutes les autres conneries derrière lesquelles les gouvernements et les bandits qui ont toujours été au pouvoir se camouflent. C'est un moyen premier d'arrêter le banditisme chez nous. On n'a pas les moyens aujourd'hui de les combattre
de façon par des méthodes armées, mais on a des méthodes aussi, ou sinon plus puissantes, qui sont les méthodes de la loi. Et ils seront tenus d'y répondre malgré la désinvolture qu'ils montrent, malgré le je m'en foutisme, leur silence. Eh bien, cette fois-ci, ils se retrouvent acculés au silence, pour une fois. Ils sont toujours en train de dire aux gens que c'est des saboteurs, c'est des traîtres, c'est des ethnocentristes, c'est des voleurs. Eh bien, cette fois-ci, quand on les a mis devant une cour qu'ils ne contrôlaient pas, eh bien, leur réponse a été pour le moment le silence et on va les obliger à parler. Et que j'ai répondu à des journalistes qui ont voulu que je les mette en contact avec notre avocat, je leur ai dit non, au contraire, il faut aller demander à l'agent judiciaire de l'État qui observe un silence après avoir promis à haut et fort qu'ils sont en train de préparer des avocats pour aller répondre au dossier à la CEDEAO. Il a préféré garder le silence. C'est lui qui doit répondre. C'est à nous tous d'exiger qu'il réponde. Parce que n'oubliez pas, c'est notre employé. C'est nos parents, c'est nos ressources, c'est les dons qui sont donnés pour notre pays qui les font vivre si grassement. Voilà donc où on en est pour le dossier de Kaporo. Donc, affaire à suivre. Nous demandons à toutes les personnes intéressées à contribuer qu'ils contactent Portal Fibantal, El Hadj Sankarla et tout le monde pour qu'ils puissent apporter la moindre contribution. Ils auront participé pour une fois au triomphe de la justice dans notre pays. Et ça, c'est pas peu. C'est beaucoup plus, ça a la portée est beaucoup plus grande qu'une élection présidentielle. Merci beaucoup. Donc, on va passer au second point qui est celui de la position de Portal sur les actions et le coup d'État constitutionnel en préparation. Ça, c'est un débat qu'on ne peut qu'initier, lancer pour que les gens commencent à y réfléchir. On aura l'occasion d'y revenir. Mais comme on l'a dit, ce débat, il faut le camper dans un contexte qui est bien précis. Ce contexte est la culture d'impunité pour les gouvernants qui a toujours sévi dans notre pays. C'est devenu une seconde nature. Ils ne croient pas à la justice, d'où leur mépris et leur silence face aux injonctions de la Cour de la CEDEAO. Et rappelons que la Guinée contribue financièrement à entretenir cette Cour comme tous les autres membres, les 15 autres membres de la CEDEAO, les 14 autres membres de la CEDEAO. Donc, le coup d'État en préparation est le produit de la culture d'impunité dans notre pays. C'est cette culture qui nous a menés, qui a donné à Alpha Condé l'audace de venir vouloir violer la loi maîtresse de notre pays. Si les acteurs politiques et la société civile, depuis qu'il a été élu, depuis les 9 ans qu'il exerce le pouvoir de façon absolue avec un banditisme sans égal, s'étaient penchés avec sérieux, comme l'a fait Portal, sur les crimes qu'il a commis pour qu'il y réponde, eh bien aujourd'hui, après 9 ans d'efforts, on aurait eu beaucoup plus de progrès et Alpha Condé chercherait plus à sauver sa peau qu'à réoccuper le même poste où il espère mener le même banditisme. Voilà, c'est parce qu'aucun des criminels qui ont régné dans notre pays, tous étaient des criminels, aucun d'eux ou un de ces exécutants n'a été poursuivi ou traduit en justice dans notre pays. On peut se demander pourquoi et comment ça se fait qu'il y a un tel aveuglement autour de la notion de justice. C'est peut-être une question métaphysique, mais pour y répondre, revenons à l'histoire. Pour ne pas dire que la justice est compliquée ou quelque chose d'autre, des hypothèses qui ne valent pas le coup. Revenons et essayons de montrer que l'impunité, la culture d'impunité, c'est elle qui assure le renouvellement de la culture de la violence et c'est elle qui empêche le changement démocratique en Guinée. Ce n'est ni l'ethno-centrisme, ni le fait que les dirigeants ne sont pas intelligents, ni le fait qu'ils sont malinqués, sous-sous, ou qu'un jour peut-être ils seront peuls. Ce n'est pas ça. C'est le fait que quiconque arrive au pouvoir jouit d'une impunité presque divine et quand il quitte le pouvoir, on ne s'acharne pas du tout à chercher. On peut dire que pendant qu'il est au pouvoir, peut-être qu'on n'a pas les moyens, mais quand il quitte le pouvoir, même quand il est mort, on peut venir expliquer tout ce qui s'est passé et ne pas laisser ses acolytes en état de liberté dont il profite pour s'emparer le règne de pouvoir, mettre le feu, la poudre aux yeux des gens et faire croire au changement alors que rien n'a changé. C'est ce qui fait croire aux Guinéens que c'est un pays maudit. Ce n'est pas un pays maudit,
c'est un pays où on a négligé la justice. Retenons bien ça. La Guinée n'est pas un pays maudit, c'est un pays sans justice. C'est un pays de culture d'impunité. Donc, la solution s'impose aussitôt aux yeux et à l'esprit de tout le monde. Si on veut changer la Guinée, on doit mettre fin à l'impunité. Si on veut mettre fin à l'impunité, on doit patiemment, avec intelligence, avec tous les moyens de bord, redemander que les exécutants de crimes ordinaires ou de crimes contre l'humanité répondent de leurs méfaits. Et pour illustrer un peu le propos de cette permanence de l'impunité pour les dirigeants, on va donner quelques repères historiques de la violence politique et de l'impunité en Guinée pour montrer qu'elle est si vieille et ne date même pas de l'indépendance. On a répété à plusieurs reprises ici que de 1954 à la mort de Diallo Yassine et à 1958, proclamation de l'indépendance de la Guinée, Sékou Touré et ses milices ont tué plus de 1500 personnes. Plus de 10 000 ont été blessés. Il y a eu des viols de femmes et des maisons brûlées. Nous, on était très gamins à l'époque, mais je me rappelle à la vie où on a brûlé des maisons par les milices de Sékou Touré et des réponses que les gens qui étaient excédés ont faites pour brûler la maison de l'un des représentants du RDA à la baie. C'est pas de la science-fiction, ça c'est des réalités. Pendant 4 ans, la violence a sévi en Guinée de façon totale. Et ce n'est pas le fait que l'histoire du PDG a été escamotée pour faire passer ces crimes qui va les enrayer de l'histoire. Ils ont existé, c'est un fait auquel on doit prêter beaucoup attention et surtout prêter attention à la façon dont il a été géré. Ce qui est tragique, les concurrents de Sékou Touré, les concurrents politiques de Sékou Touré connaissaient bien ces crimes. Il y en a qui se sont plaints. On a parlé ici de Karim Bangoura qui a envoyé un télégramme pour se plaindre de ce climat de terrorisme que Sékou Touré avait instauré. Mais tous ont fait une lecture erronée des conditions historiques. On leur a fait une lecture erronée des conditions. On a dit que l'ennemi majeur, c'est le colonialisme. Donc on a fait une union sacrée contre le colonialisme. On a mis le tapis sur les crimes de Sékou Touré, on les a oubliés. Et quand il s'est emparé du pouvoir, il s'est arrangé pour réécrire l'histoire à sa façon. Aujourd'hui, il est difficile de faire comprendre aux gens cette époque qui est pourtant très documentée parce qu'il y a des documents, les colons étaient en France, en Guinée à l'époque, donc il y a des rapports d'inspecteurs, il y a tout, plus de 90% des violences qui se passaient à l'époque incriminaient les milices de Sékou Touré. Mais, dans un élan qu'il faut qu'on analyse très bien, en tant que Guinéen, on a préféré taire ces crimes pour dire que les Blancs sont les criminels majeurs. Quand on les chassera, tout ira comme sur des roulettes. Eh bien non. Sékou Touré profitera de ce silence pour s'emparer du pouvoir, liquider tout ce qu'il avait combattu et instaurer l'une des plus grandes dictatures du XXe siècle dans notre pays, avec plus de 50 000 morts et des dégâts psychologiques et dans tous les domaines de la vie sociale, économique et culturelle incommensurables. Voilà où le fait que si ses adversaires s'étaient mobilisés pour le suivre, même s'il était fort acclamé en tant que héros de l'Afrique et toute cette propagande qu'il avait soigneusement cultivée, au bout du compte, en pointant du doigt régulièrement les crimes commis, ils en seraient venus à bout. Ils n'auraient pas pu, en tout cas, avoir les coups de franche pour mener ces crimes comme il l'a fait, de façon ignominieuse et comme on l'a rapporté ici et comme on le rapporte ici depuis plus de 2 ans maintenant. Voilà la première erreur qui a englué la Guinée. Eh bien, comme rien ne dure permanemment dans l'histoire, eh bien, quand il est mort en 1984, l'armée s'est emparée du pouvoir. Là aussi, c'était le même slogan. Unité que des gens aient vécu en Guinée ou à l'extérieur, c'est l'unité. C'est Sékou Touré, c'était le mauvais avec sa famille. Eh bien, maintenant, la Guinée va avancer. Eh bien, ce n'était pas le cas.
Les gens qui ont pris le pouvoir, c'était les Sbires, c'était les Diarra, les Conté, les Kabassan, des gens qui ont tué des gens. On se rappelle ici, on a répété que Diarra en particulier avait supplié pour qu'on l'aide à mettre la corde au cou de Vari III. Ce sont eux qui ont repris le pouvoir parce que c'était les plus proches du régime. C'est eux qui savaient ce qui se passait. C'est eux qui avaient les armes. Mais là aussi, on a préféré oublier. Ce n'est que maintenant qu'on commence à parler de leurs crimes. Et ils sont arrangés pour détruire tous les records. Ils ont presque rasé le Camboiro. Ils ont interdit les premières émissions qui commençaient à dénoncer le système de sécurité parce que ça allait les toucher. Mais on a préféré dire que bon, on va souffler un peu parce que maintenant on peut s'habiller comme on veut sans aller au Camboiro. Eh bien, ça nous a coûté très cher parce que ça a permis à Lassana Conté de faire deux choses qui sont d'une gravité. D'abord, de consolider sa dictature, de liquider ses opposants, et en plus, de liquider sans jugement tous les criminels qui ont, pendant 26 ans, sévi dans notre pays. Donc, on n'a presque aucune mémoire réelle et claire de ces crimes, des crimes de Sékou Touré. Et voilà, sur cette tabula rasa, Lassana Conté établira son régime jusqu'à sa mort en tant que dictateur pourri et corrompu. À sa mort, répétition de l'histoire, elle se répète toujours l'histoire malheureusement, dans des circonstances différentes, mais elle se répète. La bande qui avait aidé Lassana Conté à liquider des Guinéens, qu'il avait soutenu, de la soldatesque de Soulard, mal cultivé, mal élevé, est bien sorti de l'ombre, s'est emparé du pouvoir quelques heures après sa mort. Eh bien, là encore, Guinéens fatigués de la pourriture du régime de Lassana Conté se sont dit, ouais, maintenant, on va les observer, on va voir, on va les accompagner, on ne va pas les hériter. Eh bien, certains sont allés jusqu'à les traités d'Addis de Moïse. D'Addis, pourtant il a avoué dans son illumination qu'il était au point tombeau quand on a tué plus de 300 Guinéens. Il a reconnu ces faits. Et combien d'autres ils ne sont pas reconnus, exposés aujourd'hui, qui restent dans l'ombre, tapis dans l'ombre, avec des complices qui circulent à Conakry aujourd'hui. Et on veut bâtir la démocratie alors que toutes ces bandes de tueurs circulent en liberté. Vont-ils accepter? Très, très difficile d'y croire. Donc, Dadis a surgi de la scène, venu de nulle part, aboyant et criant et montant ses shows. Et il a bénéficié de circonstances qui, certains ont essayé de lui faire comprendre effectivement qu'il pourrait soit se retirer gentiment ou bien attendre son tour, mais personne, je dis bien personne, n'a levé le coin sur les crimes dont lui et ses complices étaient responsables sous le règne de Lassana Conté. Et assuré de l'impunité, ils voulaient plus le pouvoir. Si, dès leur montée, on avait établi même des dossiers écrits que ce sont eux qui sont responsables de la mort, et ils n'auraient pas pu oser penser se présenter, et peut-être qu'on aurait évité les tragédies du 28 septembre. Si, pendant l'année pendant laquelle il est monté, les gens avaient communiqué les documents pour montrer que c'est un tueur avec son complice, qui le prouvera plus tard. Eh bien, l'histoire se reproduisant, Dadis est blessé, l'acolyte Konaté, dont le rôle toujours reste mal défini, eh bien, il prend le pouvoir, on lui confie le pouvoir, on dit, ouais, bon, et on chante ses gloires aujourd'hui, alors que c'est un acolyte de Lassana Conté. Et on sait qu'il s'est rendu coupable de crimes contre l'humanité après les élections. Tous les gens qu'on a tués, c'était sous ses ordres. Mais personne ne lui demande aujourd'hui des comptes. Au contraire, le Guinéen, encore aveuglé par le mal du jour qui s'appelle Alpha Condé et qui pour eux est le seul mal, disent que peut-être parce qu'ils commencent à insulter Alpha Condé, eh bien, il peut être notre sauveteur. Tous ceux qui insultent nos ennemis, pour nous, ce sont des héros, ce sont des sauveteurs. Eh bien, avec ce laisser-aller, avec les magouilles, sur lesquels on a des bruits non vérifiés, des transactions ont été faites entre Konaté et Alpha Condé pour qu'il lui assure la fraude électorale dont tout le monde est au courant, et Alpha Condé prend le pouvoir. On dit, bon, peut-être que
C'est pas plus mal, il a vécu à l'étranger, il s'est toujours battu, il a été condamné par Sékou Touré et par contumace. Donc, sa complicité supposée est totalement et beaucoup chuchotée avec les militaires, les dadistes. Le piège peut-être qu'il aurait n'a pas été mis à la loupe. Aujourd'hui, peut-être rares sont les personnes qui se penchent sur ce dossier pour dire que Alpha Condé serait complice dans les crimes contre l'humanité, qu'il ne veut pas juger. Et s'il ne veut pas les juger, il y a bien une raison. Il n'y a pas de fumée sans feu. Eh bien, on laisse Alpha Condé s'installer, en disant maintenant c'est la démocratie retrouvée. Bon, et puis voilà, pendant 9 ans, il tue des gens. Personne ne l'a amené à la cour de la CEDEAO à part Portal Vivanta. Toutes les tentatives qu'on a faites de récupérer des victimes du 28 septembre ont été sabotées par derrière par des calculs politiques de bas niveau. Ça lui a permis de régner sans partage. Quand il a été président en exercice de l'Union africaine, Portal a écrit un document à l'Union africaine posant la question de savoir est-ce qu'on ne vient pas d'élire un criminel de l'Union africaine. Les gens disent vous perdez votre temps. Non, on ne perd pas votre temps. Si les autres s'étaient joints à ça, si on avait depuis poursuivi pour qu'il y ait justice sur les crimes du 28 septembre, qu'on fasse la part des choses, qu'on comprenne le rôle d'Alpha Condé, même en tant même s'il n'a fait qu'encourager, c'est grave. Il serait en train de chercher à sauver sa tête aujourd'hui. Il ne serait pas en train de vouloir balayer, se donner une nouvelle virginité avec une prétendue nouvelle constitution. Et aujourd'hui, on est en train de répéter la même erreur. De dire, bon, le mal, c'est Alpha Condé, il faut qu'il parte. Je lisais focalisons-nous sur l'alternance, liquidons Alpha Condé, on verra la suite. Voilà la clé de l'égarement des Guinéens, on verra après. En politique, on ne voit jamais après. On doit pouvoir avoir un objectif et des principes. Ces principes doivent être intangibles, inaltérables, qui sont que on lutte pour l'instauration d'un état de droit. On ne lutte pas pour balayer un dictateur pour le remplacer par une crapule. Aujourd'hui, on entend même dire, des gens disent, ouais, Lassana Conté valait mieux qu'Alpha Condé. On est toujours en train de comparer des criminels, de comparer des ratés, de comparer des gens qui n'ont aucun égard à la vie humaine, pour la vie humaine. Donc, il faut qu'on arrête cette fuite en avant. Et aujourd'hui, avec le 3e mandat, le coup d'État constitutionnel qu'Alpha Condé est en train de se préparer, eh bien, il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre, qui attendent, qui manipulent les autres. Donc, une frange de pédégistes, on les connaît, on connaît leur nom. Ce n'est pas la peine de les avancer ici parce que c'est d'importance. Mais on veut toujours mettre les gens en garde que ce engouement pour l'unité nationale contre Alpha Condé, il faut qu'il parte après, on retrouvera l'unité, on retrouvera la paix et tout va baigner dans l'huile. Eh bien, c'est de la manipulation. On a donné quelques exemples dans notre histoire que les gens ne s'y prennent pas. Et les gens qui veulent remplacer Alpha Condé, avec lesquels il a passé peut-être des accords qui disent tu restes pendant 10 ans, après tu laisses le pouvoir, parce qu'ils en ont fait une affaire de mafia, de clan mafiotique et à caractère ethnocentriste, eh bien ces gens-là sont à l'affût. Ils vont manipuler les gens pour qu'ils aillent peut-être se faire tuer, se faire arrêter en masse. Eh bien, on va accuser Alpha Condé comme on a fait de Dadis. On sacrifie une pauvre personne alors que les gens qui ont monté le complot pour que les gens se fassent assassiner sont là. Ils vont récupérer le pouvoir, promettre la démocratie, jamais de jugement. En Guinée, c'est le seul pays au monde qui promet la démocratie sans jamais promouvoir la justice ni l'éradication de l'impunité. Et on peut, scénario possible, peut-être c'est la fiction, Alpha Condé peut se retrouver dans le même cas que Dadis. On t'encourage à faire des bêtises, quand on te liquide, et le pouvoir reste entre les mains des bandits. Et peut-être que Dadis dans son coin, va se marrer. Le peuple applaudira les nouveaux libérateurs, mais sera encore une fois totalement floué. C'est pour cette raison, c'est sur cette analyse historique rapidement brossée que Portal a basé son choix et ses stratégies pour lutter contre le coup d'État constitutionnel. Oubliez ce que je viens de mentionner de façon lapidaire ici, c'est se condamner à l'échec total comme les Guinéens l'ont fait. La Guinée n'est pas maudite, c'est un pays où
la culture du droit n'a pas été encouragée et la culture de l'impunité a été mise comme devise nationale. Donc c'est contre ça que nous devons lutter. Et c'est ce cadre-là qui engendre la réflexion qu'on mène au niveau de Portal pour nous opposer au droit constitutionnel, au coup d'État constitutionnel. Et pour nous, la lutte contre le coup d'État constitutionnel doit être inscrite dans la lutte contre l'impunité et la promotion de l'État de droit. Ce n'est pas une lutte contre Alpha Condé, ce n'est pas une lutte pour Sidia ou Cellou Dalein, ce n'est pas une lutte pour le représentant de telle ou telle faction qui aujourd'hui est en train de lutter peut-être comme nous ou moins que nous. C'est le principe de base. On doit lutter pour la promotion de l'état de droit et contre l'impunité. Cela suppose qu'on mette au pilori les criminels et qu'on barre l'accès aux bandits pour promouvoir le droit. Et pour ce faire, on doit avoir un calendrier qui est très complet, qui n'est pas cette précipitation, cet engouement sans phare, ni objectif, ni direction. Il consiste à dire qu'il faut qu'il parte, après on verra. Eh bien, si Alpha part, dans quelles que soient les conditions, on doit mettre en place une transition bien claire, bien ouverte, avec un programme défini d'éradication de l'impunité. Donc on boucle la boucle. Le principe, c'est l'éradication de l'impunité. Les moyens doivent être utilisés pour l'éradication de l'impunité. Surtout qu'aujourd'hui, on n'a pas de gouvernement démocratique. Alpha Condé a sabordé toutes les institutions, l'embryon des institutions démocratiques. Donc personne ne viendra nous chanter ici qu'il y a déjà des embryons de démocratie. C'est faux. Il faut qu'on reprenne à zéro. Et ça demande de la patience. Et pour conduire ce mouvement, on ne va pas accepter qu'il y ait des organisations spontanées qui montent, comme on l'a vu en 2009, 2008. Dès qu'il y a une crise, chacun croit que son temps est venu. Il crée une organisation, il crée des alliances, il crée des fronts. Et puis voilà, tout le monde s'agglutine derrière ça. On se dit, bon, cette fois-ci, ce n'est pas seulement des peuls qui sont à la tête, c'est toute la Guinée. C'est faux. C'est faux. Il ne faut pas se prendre dans ce piège. Il y a des acteurs derrière qui aujourd'hui manipulent cet engouement et qui vont en faire un fonds de commerce pour leur propre carrière. Donc, si on veut être sérieux et ne pas répéter les bêtises du passé, on doit confier à des organisations existantes qui ont prouvé qui ont fait preuve sur le terrain. On se connaît tous en Guinée, c'est un petit pays. On connaît les gens intègres. On doit confier le combat à des gens non seulement intègres, mais engagés, qui se sont toujours battus pour les droits de l'homme, qui sont toujours battus pour qu'il y ait un état de droit chez nous, qui sont toujours battus pour mettre la fin au règne des bandits. Ce n'est pas de la seule promotion que je fais pour Portal Suivantal, mais des organisations qui se battent comme Portal Suivantal sont le cadre, l'exemple à suivre. Et cet exemple-là doit être encouragé, initié. On ne dit pas que c'est Portal seulement qui a ce potentiel ou bien qui a fait ce truc, mais on est parmi eux. Donc on doit participer de plein pied. C'est pour ça que nous ne céderons pas le terrain de la lutte contre le coup d'État constitutionnel. Nous allons nous engager à fond avec notre propre option, sans suivre aucun engouement, aucune manipulation ethnique, parce que dès qu'en Guinée on dit ce mouvement-là n'est pas ethnique, c'est qu'en fait on est en pleine ethnostratégie. C'est pour indexer des gens qui prennent le nom de Fouta Djallon, ou bien c'est pour manipuler les gens faibles de caractère qui disent à cette fois-ci, on va se diluer dans la masse et tout le monde sera content, tout le monde sera, comme on dit, frère de même père et de même mère chez nous, alors que ça n'a jamais été le cas dans l'histoire. Éviter donc les erreurs du passé que je résumerai rapidement pour terminer. Je m'excuse d'avoir été long. Le silence autour des violations de l'homme, des droits de l'homme en Guinée, le silence autour de l'impunité des criminels et le silence sur la nécessité de renforcer la justice. Barrer la route à toutes les individualités qui sont à la quête de la notoriété et les organisations spontanées qui n'ont pas fait leurs preuves. Barrer la route au drusage ethnique, on a besoin de gens compétents, s'il y ait 100% de Peuls, s'ils sont des compétents honnêtes qui ont fait leurs preuves, tant pis. Si c'est des Malinqués, des Guerzés, des Soussous, des gens qui ont fait leurs preuves, ce n'est pas des intentions, ce n'est pas venir crier comme contre Alpha Condé, l'insulter père et mère. On en a vu qui criaient, qui insultaient Alpha Condé, qui le traitaient de ministre, qui sont aujourd'hui dans son gouvernement et n'arrêtent pas de promouvoir son coup d'État constitutionnel. Il faut éviter une autre erreur qui est très très caractéristique des Guinéens, de dire que tout le monde va se fondre dans une organisation unique. C'est la meilleure façon
de se transformer en mouton de panurge devant un loup qui va vous amener à l'abattoir. Les actions spontanées, émotionnelles, les éradications, les dilutions d'organisation, on dissout ça, on entre tout à l'heure. C'est ce que nos parents ont fait avec Sékou Touré. Ils ont fondu leur propre parti avec bonne intention, ils se sont tous retrouvés devant une corde ou devant le peloton d'exécution. Tirons les leçons de l'histoire et l'histoire nous reconnaîtra qu'on a raison. Ça ne sera pas, ils vont nous critiquer, on va nous accuser de saboteurs, comme c'est déjà le cas, venant de Conakry, c'est Portal, c'est le Peul. Bien, on s'en fout. Si aujourd'hui une organisation a 100% de Peul, si c'est des gens capables, moi ça me dérange absolument pas. Si c'est des malinqués, ça me dérange absolument. Mais l'histoire étant, aujourd'hui, seuls nous, Peul de Fouta Djallon, avons intérêt à travailler pour la justice. N'ayons pas honte, n'ayons pas de complexe sur ça, parce qu'on a été victime, c'est notre devoir. Si on cède sur ce terrain, eh bien, on aura trahi toutes les victimes de la Guinée, et particulièrement ceux qui comptent sur nous pour rétablir la justice. Je vous remercie. Merci Bachir. Vraiment, tu n'as pas été long. Nous aurions voulu que tu continues tellement que ce que tu dis, c'est quelque chose d'historique, c'est quelque chose de clair et net. Donc, Monsieur Diallo, Lamine, si vous nous entendez, on va vous donner la parole. D'accord, merci. Franchement, il n'y a pas grand-chose à ajouter ici après l'exposé de Bachir. Mais toujours commencer par saluer tous les auditeurs de Fréquence Scandale à travers le monde et aussi remercier toujours le Fréquence Scandale pour sa disponibilité. Donc, je ne serai pas long. Bachir a couvert tous les aspects. Nous avons aidé à introduire une plainte au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO en faveur des victimes de Kaporora et de Kipé 2. Et nous avons environ 1500 victimes qui se sont joints au dossier. Et le dossier suit son cours. Et le gouvernement guinéen n'a pas osé montrer son nez là-bas lors de l'audition du 27 juin. Et la Cour de justice de la CEDEAO les a donné 10 jours. Donc, je crois vers le 10 plus tôt, ils seront avoir une autre audition. Et s'ils ne se présentent pas, je suis sûr que je peux parier que là, le jugement ne sera pas en leur faveur. Donc, nous allons tout simplement rappeler que le gouvernement guinéen n'avait aucune raison de démolir ses propriétés. Ils n'ont aucun plan de développement là-bas. Et normalement, s'ils devaient récupérer des domaines parce que pour l'intérêt public, ils auraient dû dédommager les gens, avoir des préavis parce que c'est des familles qu'on déplace. Mais non, c'est pas ça leur truc. C'est que ces terrains ont pris de la valeur. Aujourd'hui, un terrain se vend très cher en Guinée. Et ces terrains donc sont occupés par des gens qui n'ont aucun pouvoir d'arrêter le banditisme d'État. Donc ils veulent récupérer les terrains et les revendre. Le problème qu'ils ont aujourd'hui, c'est que personne, grâce à cette plainte à la CEDEAO, les gens ont peur d'aller acheter des terrains là-bas. Donc, ils n'arrivent pas à vendre les terrains et voilà, ils ont tout simplement taché les gens là-bas pour rien. Donc, nous savons que nous avons affaire à un gouvernement de bandits. Donc, s'ils savent que ton terrain a de la valeur, ils vont inventer des raisons pour venir t'expulser, récupérer raser ta maison, récupérer le terrain et le revendre. C'est ce qui est en train de passer là-bas. Donc, ils se sont attaqués aux zones Peul. Et donc, d'une pierre, ils font deux coups parce qu'ils pensent que c'est là-bas qu'il y a les militants de l'opposition. Et donc, aussi, c'est notre objectif, c'est de déstabiliser cette communauté-là et pour pouvoir préparer leur coup d'État constitutionnel. Donc, sur l'affaire de Kaporora, je vais me joindre à l'appel de Bachir ici et à l'appel de continuer à demander l'assistance financière de la part de nos auditeurs et de la part des Guinéens et pour qu'on puisse continuer à lutter sur le plan légal contre ce gouvernement-là. Maintenant, pour revenir au coup d'État constitutionnel qui est en préparation en Guinée,
Aujourd'hui, même j'ai écouté le président de l'Assemblée nationale, Kori Koundiano, qui s'est joint au mouvement qui demande une nouvelle constitution et qui justifie avec vraiment un langage compliqué en torturant la langue de Voltaire pour dire que franchement un pays a besoin d'une constitution solide pour continuer son chemin et tout ça, et que la France a eu je ne sais pas combien de constitutions et que donc c'est normal que la Guinée aussi trouve une constitution qui puisse l'assurer de continuer le développement. Donc voilà, donc la boucle est bouclée et le président de l'Assemblée nationale se joint à l'appel et on mobilise des jeunes et tout ça. Bon, mais comme dans le développement là, ce Bachir a fait l'exposé plus tôt, les gens qui se sont tués ici sur la violation des droits de l'homme en Guinée sous le régime d'Alpha Condé, même avant, parce que je suis sûr qu'il fait partie des gens qui ont manipulé Dadis Camara pour l'amener à commettre les crimes du 28 septembre. Ils l'ont chauffé à blanc. Alpha Condé et ses complices l'ont chauffé à blanc, l'ont monté contre et puis ils se sont éloignés de Conakry. On sait que le 28 septembre n'a pas trouvé Alpha Condé en Guinée. Bien qu'il faisait partie, son parti faisait partie de la préparation de ces manifestations-là, il a pris son avion, il est venu en Amérique. Konaté, son homme de main dans le gouvernement d'Addis, a pris son hélicoptère et allé vers la région forestière à Kissidougou où il a simulé un accident d'hélicoptère pour que tout le monde sache qu'il n'était pas à Conakry. Et d'autres se sont éloignés. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous constatons que tous les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui sont les gens qui n'étaient pas au stade du 28 septembre. Et ce que je regrette, ce que nous regrettons au niveau de Portal, c'est que les gens qui avaient appelé les populations à se rendre au stade, aujourd'hui, ils ne parlent pas de ça. Le 28 septembre arrive et passe, nous ne les entendons pas. Et ça, c'est regrettable. Et aujourd'hui encore, on est en train de voir le même scénario se dérouler. C'est-à-dire qu'il faut que les gens se lèvent, qu'ils manifestent en Guinée pour qu'Alpha Condé ne brigue pas un troisième mandat, pour qu'il quitte le pouvoir, comme il l'avait fait pour Dadis. Et ils savent très bien qu'Alpha Condé a des milices prêtes à massacrer les gens. Et comme ils n'ont rien fait pour les victimes du 28 septembre, je suis sûr qu'ils ne feront rien pour les victimes qui seront d'Alpha Condé, qui seront les personnes qui seront victimes de sa violence si jamais son projet de troisième mandat ne passe pas. Donc c'est ça le plan ici. Et donc je demande aux Guinéens de façon générale et à la communauté du Poutajaron de faire très attention. Pour ne pas qu'on les utilise comme du bétail, comme de la chair à canon. Pour tout simplement, ceux qui veulent pas qu'Alpha Condé soit ait un troisième mandat, il fallait qu'il s'occupe de la justice, qu'il s'occupe de l'état de droit. Mais il y a plein de cas de violation de la loi, de crimes. Nous citons d'abord les 100 personnes tuées sous son régime, cette centaine de personnes tuées sous son régime. Nous avons l'affaire de Zogota, où 13 camions militaires ont déferlé sur un petit village en région forestière et ils ont massacré la population là-bas, détruit leurs propriétés. Nous avons le cas de Soronkoni, où des jeunes ont été kidnappés dans les rues de Conakry, transportés dans des camions bâchés jusqu'au camp militaire de Soronkoni à Kanka, où on forme les bérets rouges, et ils ont été torturés pendant une dizaine de jours. Et 2 d'entre eux sont morts de ces services-là. Et c'est grâce à Dr So et à son âme, de l'OGDH, que cette tragédie a été arrêtée. Le Dr So qui a été mis au courant de cette affaire, je ne sais pas comment, et il a informé l'ambassadeur américain qui allait voir Alpha Condé et il a mis en demeure de libérer les jeunes. Et là encore, aucun membre de l'opposition n'a levé le doigt
pour au moins aider ces jeunes à porter plainte quelque part. Bien, l'affaire est restée comme ça. Donc, nous avons beaucoup de cas où on a laissé Alpha Condé tripoter la loi en Guinée, tripoter la Constitution. Aujourd'hui, on se lève pour défendre la Constitution. Mais s'il l'a violée pendant tout ce temps-là, on n'a rien dit. On n'a jamais organisé une marche en Guinée pour que les victimes soient que dédommagés ou qu'au moins on arrête les criminels, les gens qui ont commis les crimes contre les victimes. Jamais organisé une marche en Guinée parce que la loi a été violée là-bas, quelqu'un a été assassiné en Guinée par le régime d'Alpha Condé. Toutes les manifestations que nous avons vues là-bas, c'est pour des élections. Et ça, c'est regrettable. Bon, aujourd'hui encore, nous devons faire très attention pour que encore ces manifestations ne soient pas seulement pour qu'Alpha Condé quitte le pouvoir. Non, elles doivent être pour qu'il y ait un état de droit. Qu'est-ce qui va se passer après Alpha Condé? Est-ce qu'Alpha Condé va partir un jour? Hein? Tout être humain meurt. Il a 83 ans. Il n'est même pas en bonne santé, d'après ce qu'on entend. Hein? Donc il va partir un jour. Le problème qu'il y a, quel est le régime qui va le remplacer? Est-ce que nous allons avoir un autre opportuniste qui va sortir du néant? Hein? Comme Lansana Conté est sorti du néant, personne ne le connaissait après la mort de Sékou Touré. Comme Dadis est venu au pouvoir après la mort de Lansana Conté. Hein? Est-ce que nous allons avoir un autre petit militaire là-bas qui va prendre les armes et qui va se déclarer président et qui va s'entourer d'un autre groupe d'escrocs et qui va nous parler d'élections dans 2 ans ou 1 an et puis qui restera au pouvoir? Ou alors il y a d'autres politiciens derrière, il y a d'autres personnes derrière qui manipulent tout ça. Donc nous devons faire très attention pour qu'il y ait un débat sérieux maintenant pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, quel système il faut mettre en place si jamais on réussit à chercher Alpha Condé du pouvoir. C'est ça le vrai combat. Donc, nous, c'est ce que moi, nous recommandons à Portal, c'est notre stratégie, c'est notre ambition. Nous luttons pour un état de droit, pas pour qu'une personne seulement quitte le pouvoir. C'est ça notre but. Mais je vais tout simplement conclure ici en rappelant quelque chose que j'ai entendu la dernière fois en écoutant James Souma, le doyen James Souma de la France. Il a dit quelque chose de très étonnant. Il a dit qu'Alpha Condé faisait partie, quand il était jeune, à Conakry, des milices de Momozo. Donc, sa haine contre les Peuls date de longtemps. Parce que s'il faisait partie des milices de Momozo qui ont tué des milliers de gens en Guinée là-bas, que Bachir vient de mentionner, nous ne nous étonnons pas aujourd'hui qu'il agresse la communauté Peul en particulier. Hein? Et maintenant, qui l'a aidé? Hein? Qui l'a utilisé pour prendre le pouvoir? C'est Konaté. Et tout le monde sait maintenant, grâce aux femmes sous de Conakry, que Konaté est l'enfant naturel de Momozo. Hein? Ça, les femmes de Conakry nous ont bien expliqué ça quand elles ont manifesté à la BAC après le premier tour des élections où on a triché, repêché Alpha Condé pour l'amener au 2e tour. Et on a régalé Didier Touré. Donc là aussi, c'est l'enfant de Momozo, c'est le milicien de Momozo qui utilise l'enfant de Momozo pour prendre le pouvoir en Guinée. Donc c'est ça ce qui est regrettable. C'est que nous avons une succession de criminels qui réussissent au sommet de l'État et qui victimisent les populations guinéennes. Donc, nous devons continuer ce combat pour qu'il y ait un état de droit en Guinée. Et les Guinéens sont des gens bien, c'est de bons vivants. Le pays est doté naturellement et doté par la nature. Donc, nous devons tout faire pour que l'état de droit revienne en Guinée, pour qu'enfin les Guinéens puissent vivre librement ce jour. C'est ce que j'avais ajouté ici. Je vous remercie. Et je remercie encore la radio Fréquence Scandale et je salue tous les auditeurs. Merci beaucoup. Merci, M. Diallo. Alors, je crois que Thierno Ibrahim n'est pas en ligne aujourd'hui. Il est au travail.
Donc, moi, Abdrahman, je voudrais seulement remercier encore les intervenants. Et encore, je voudrais, dans le même but, revenir sur un appel lancé par Bachir, c'est-à-dire qu'il faut quand même tirer les leçons maintenant. Et c'est la raison pour laquelle nous avons ces émissions-là. C'est pour nous permettre de tirer des leçons et de comprendre en fait ce qu'il faut faire maintenant pour qu'il y ait un changement, pour qu'il y ait l'état de droit. Quand je lis dans le rapport de Human Rights Watch, ça c'est une organisation indépendante qui est allée en Guinée là-bas, pas à cause d'un frère ou bien d'une sœur d'un de ses membres, mais qui respecte le droit international, qui veut vraiment promouvoir les droits de l'homme dans le monde entier. Cette organisation non gouvernementale est allée, elle, dans son rapport, je lis ici que qu'entre le 22 février et le 26 mars, l'association des victimes de déguerpissement a recensé quelque chose de 19 219 personnes déplacées. Bon, parmi ces personnes déplacées, nous savons quand même qu'il y a des enfants qui ont abandonné l'école parce que l'abri qu'ils ont trouvé, des fois c'est dans une autre préfecture très éloignée de l'école là où ils étaient, ou qu'ils fréquentaient. Bon, Human Rights Watch, selon les images satellites d'ailleurs qu'ils ont analysées, ils disent qu'il y a au moins 2500 habitants qui ont été démolis à Koloma en 2019. Et maintenant, ce que nous faisons ici, nous prenons de l'argent, nous envoyons, on a démoli ces maisons, envoyons de l'argent. Ça, c'est, quand on envoie l'argent, c'est pour faire quoi? C'est pour conforter d'abord l'État, le bandit qui a démoli. Parce que quand nous aidons les gens à trouver à manger peut-être pour un jour ou pour 2 jours, parce que l'argent que nous envoyons ne peut pas suffire pour trouver un logement, ne peut pas subvenir à tous leurs besoins. Mais en envoyant l'argent, c'est pour dire nous, tenez ça et c'est paraître un fait de Dieu. C'est pourquoi je suis d'accord avec Bachir et nous devons tirer les leçons. Si nous ne tirons pas les leçons, nous continuerons toujours. Nous allons perdre notre pays. Parce que si ça continue, l'impéritie continue comme ça, nous allons perdre la Guinée. Cette nation va disparaître si on continue dans l'état actuel des choses. Nous avons entendu toujours les différents régimes qui se sont succédés à la tête de notre pays parler de boucherie. Ok, ils ont envoyé les enfants ou bien ils sont allés à la boucherie. Parce que l'État, quand il tue, ça c'est son droit. Donc celui qui a eu la malchance d'être à côté, ça c'est bon, il est allé à la boucherie. Où on a envoyé les enfants ou bien des militants à la boucherie. Ça c'est quelque chose que nous devons vraiment très bien analyser. Et si nous analysons ça, nous devons nous responsabiliser par notre silence, par notre silence complice. Si nous voyons ce qui s'est passé le 28 septembre 2009, les forces vives, dont Alpha Condé, aujourd'hui, l'assemblée que nous avons aujourd'hui, c'est une assemblée issue des élections après le 28 septembre 2009. Même des étrangers, des envoyés des gouvernements étrangers sont allés jusqu'au Parlement guinéen pour demander aux députés, tous bords confondus, pourquoi vous ne posez pas de questions à votre gouvernement sur la situation du 28 septembre. Ils sont tous préoccupés, généralement, par le bien-être de ces criminels, de Dadis, de ces Konaté, et j'en passe. Pour les familles, pour les victimes et leurs familles, personne n'en parle. Pas à l'hémicycle, nulle part. La CPI est allée plus de 16 fois à Conakry pour le 28 septembre.
depuis que nous avons entendu quand même qu'il y a des forces vives là qui ont rencontré la CPI pour dire attention, nous vous demandons d'aider pour qu'on fasse la lumière sur les tragiques événements. Jamais. Alors, aujourd'hui, c'est des citoyens qui veulent quand même le respect, qu'il y ait le respect de la loi, de la Constitution, qui se font abattre par le régime, par le gouvernement, avec, par qui maintenant? Par des éléments de force de sécurité que nous payons. Nous devons réfléchir. Nous devons vraiment réfléchir. Il faut quand même que ces émissions puissent être de quelque utilité pour nous. Ne pas venir seulement écouter et c'est fini. Nous devons écouter et prendre vraiment des mesures pour contribuer au changement dans notre pays. Nous avons besoin d'un état de droit. Mais si on continue comme ça, comme Bachir, mes prédécesseurs l'ont dit, Alpha Condé ira, ce sera comme quand Dadis est parti. Tout le monde est allé à Ouagadougou pour rendre visite à Dadis pour voir si se porte bien. Je suis sûr et certain qu'il y a eu de l'argent là-bas pour lui. Bon, alors là, vraiment, nous devons vraiment beaucoup réfléchir. Donc, je ne vais pas être long. Je crois que je vais passer la parole maintenant au panel de Fréquence Gandal et la Sankarela. Si vous entendez, nous vous passons la parole avant de permettre au public d'intervenir. Merci. Et je crois que tout a été dit. Il n'y a plus rien à ajouter. Et on remercie Portafi Bantal pour l'aide apportée aux victimes de Ratoma. Parce que tout est dans Ratoma. Et je préfère vous rendre l'antenne. Et je ne sais pas si les gens veulent poser des questions, ils n'ont qu'à faire le 712 770 94 et comme code le 76 20 38. Je répète, 712 770 94 et comme code le 76 20 38. N'hésitez pas, si vous n'avez rien compris de ce qui a été dit, on vous le traduira. Et si vous avez des questions dans n'importe quelle langue, on vous le traduira et la réponse sera traduite dans la langue de votre préférence. Et je vous rends l'antenne, Abdourahman. Voilà. Et là, ils sont obligés de mettre l'étoile 61. Non. Star 61. OK. Donc, vous allez les voir. Quiconque peut intervenir, vous pouvez le voir. Ok, vous avez l'antenne. Personne n'a posé encore de questions. Okay. Ils ont peur de parler en français surtout. Ah, merci. Merci, Elas. Vraiment, donc, c'est vraiment très intéressant notre émission d'aujourd'hui. Et comme le prédécesseur l'ont dit, okay, on veut quand même que Alpha Condé parte. Et même si aujourd'hui il cherche à rester, c'est parce que, ah bon, voilà comment il a gagné, comment il met ses gens à l'Assemblée. Et nous avons vu ce qui s'est passé, par exemple, à Matoto. Tout le monde a vu ce qui s'est passé à Matoto, on n'a rien dit. Ce qui s'est passé quand il y a eu l'empoisonnement, bon, à se dire, bon, personne ne pose de questions. Donc, Alpha Condé est là. Et des fois même, il va même s'attaquer à ses opposants en se faisant, en disant même que lui, quand il était opposant, il n'a même pas cassé un œuf. Alors que nous savons tous ce qui s'est passé. Nous savons l'organisation qu'il a toujours dirigée. Nous connaissons les dégâts qu'il y a eu. Et heureusement pour lui, quand même, on ne lui demande pas compte. Donc, c'est très important quand même qu'on réfléchisse. Pas si vous avez quelque chose à dire. Non, pas réellement. S'il n'y a pas de personnes qui veulent poser des questions, on peut élaborer sur certains thèmes, à savoir que en Guinée, la loi ne compte pas. Et il faut que les gens comprennent très bien, il ne peut pas y avoir de démocratie sans justice.
La démocratie, ce n'est pas seulement les élections. Donc il y a une erreur épistémologique de base. Je ne sais pas si elle est due au passé du totalitarisme du PDG ou par des choix faits par des politiciens qui veulent rapidement accéder au pouvoir, peut-être avant que Dieu ne les rappelle, ou si c'est le fait que les gens... Mais il faut qu'on se pense sérieusement sur cette question, c'est une question essentielle. Les gens veulent bâtir une démocratie sans justice en Guinée. Ça, c'est de la dictature déguisée. Quiconque vient nous dire que bon, on verra après pour les problèmes de justice, c'est ça un dangereux ou un gars qui n'a rien compris. Donc il faut qu'on ait des points de repère pour distinguer rapidement les tricheurs des gens de bonne volonté. Et ces points de repère sont assez simples. C'est le respect de la loi et le fait qu'on ne va pas pardonner. Les gens qui sont morts, on va documenter leurs crimes. Ceux qui sont vivants, on se battra pour qu'ils passent à la justice. Même s'ils meurent de mort naturelle, on les aura attaqués, on aura exposé au monde ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas une question de vengeance. C'est la condition sine qua non pour que la nation se relève. On a démontré ici qu'elle est tombée parce que les gens n'ont pas prêté attention à la justice. Et en Guinée, il y a une insécurité psychologique extrêmement dangereuse où les gens disent « Ah oui, je ne vais pas l'attaquer parce que c'est mon parent ». Et le corollaire qui est encore plus nocif, je ne vais pas l'attaquer parce qu'on va dire c'est parce qu'il n'est pas de mon ethnie. Donc, c'est de ce pain-là, c'est de ce levain-là que vivent, que se nourrissent, c'est de ça que se nourrissent les criminels chez nous. Et ils sont très prompts. Dès que tu m'attaques, ah oui, je ne croyais pas que tu allais m'attaquer. Rappelle-toi que ta maman et la mienne, c'était des amis, ils ont fait l'école primaire ensemble. Ou bien, ah oui, c'est parce que je ne suis pas de ton ethnie. Ils ont dit, et l'autre là, tu ne l'as pas accusé. Tu ne l'as pas accusé parce qu'il est de ton ethnie. Donc il faut qu'on arrête ce jeu malsain. Donc c'est devenu un jeu, une culture tellement enracinée, mais il faut qu'on apprenne aux gens à développer quand même des balisages qui consistent à dire que si quelqu'un vient vous dire on va attendre les problèmes de justice après, on ne va pas parler des vols, ce n'est pas le seul qui a volé, ce n'est pas le seul qui a tué, il banalise le vol, il banalise l'assassinat et il prépare le terrain. Non seulement il rend service aux criminels au pouvoir, mais même si Dieu reprend ces gens-là, parce qu'après il aura affaibli tellement la société que les gens ne peuvent plus se lever pour combattre le dictateur, eh bien, il aura contribué au pourrissement de la nation. Il faut que les gens mettent ces alertes psychologiques, intellectuelles, épistémologiques dans leur tête. On ne peut pas mener des combats politiques sans avoir ces principes de base universellement partagés depuis l'aube de l'humanité. On ne peut pas non plus créer une société idéale où tout le monde sera frère et sœur. Les premières personnes à s'entretuer, c'est les deux fils de Adam et d'Ève. Donc c'est la loi seulement qui va nous protéger. Elle est imparfaite, elle est contingente, elle peut être manipulée, mais c'est la seule voie qu'on a. Quiconque vient vous réciter autre chose le lendemain, quand il y aura un gars intelligent au pouvoir, il suffit d'un gars, il suffit qu'il y a qu'à, ou bien ça peut attendre. Ça, c'est des termes typiquement guinéens, dont on doit se défaire. Si on ne veut pas plonger encore la nation dans le chaos et l'abîme total, parce qu'on est déjà dans le chaos. Donc il faut qu'on fasse très attention en discutant avec les gens, qu'on réfléchisse nous-mêmes, comment les contrer, comment les amener à réfléchir. C'est un combat extrêmement lent. Les gens seront sur la défensive. Dès qu'ils doivent parler, ils vont dire, ils te connaissent, ils savent, oui, mais après on verra. Donc on évacue le problème avant de l'avoir posé. On tourne les pages de l'histoire sans les avoir lues. On prétend vouloir construire l'avenir. Il faut qu'on arrête cette tricherie entre Guinéens, entre nous, c'est Dieu qui a décidé de nous créer Guinéens. C'est lui qui, dans sa volonté, a décidé. On est obligé de gérer ça et il nous a donné l'intelligence de la loi. C'est ce qui a fait durer nos empires. Au Fouta Djallon, malgré les tueries, malgré tout, les gens de même père se déchiquetaient pour le pouvoir et s'entretuaient, mais il y avait quand même la justice qui arrive à gérer ça. Ce n'est que quand la justice a été totalement soumise que l'empire a périclité.
Maintenant, si on veut suivre le même destin, eh bien, il est ouvert devant nous. D'un autre côté, un autre livre est ouvert, les pays du sud-est asiatique, où on a montré que le développement a été fondé sur l'éducation et la loi. Eh bien, ces pays-là, aujourd'hui, ils concurrencent les plus grandes puissances occidentales. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de justice et de définir de mettre tous les citoyens égaux devant la loi. L'inégalité, on ne peut pas la changer. Mais l'inégalité devant la loi, c'est un crime sur lequel on doit tous se centrer pour l'éradiquer. Je m'excuse. Merci. Merci, Bachir. M. Diallo, vous avez quelque chose à ajouter? Oui. Non. Le point de Bachir est valable. C'est pour cela que nous voulons nous battre pour que l'état de droit existe. Et surtout, nous, des pays comme la Guinée qui sont une création des colons. Donc, il est très difficile d'en faire des nations. Surtout que les colons, comme on l'a vu avec la montée de Sékou Touré au pouvoir, ont favorisé l'accès au pouvoir à des gens qui étaient à leur service. Dans le cas particulier de Sékou Touré, il était l'amant de Cornille Gentil. Et ils l'ont choisi parce qu'ils savaient qu'il n'avait aucun niveau et qu'il n'avait rien à perdre. Et ils l'ont utilisé pour combattre les cadres africains de l'époque. La lettre de Karim Bangoura à Cornille Gentil est criante. Elle expose exactement ce qui s'est passé là-bas. Et donc, il sera très difficile, après Sékou Touré, les dégâts de Sékou Touré, de faire de la Guinée une nation. Mais c'est le combat que nous devons mener. Nous devons mener ce combat. Parce que Sékou Touré a favorisé la culture de la médiocrité en Guinée. C'est pour cela que c'est un médiocre qu'il a succédé au pouvoir. Parce qu'il a fait éliminer tous les cadres de ce pays-là. D'ailleurs, le livre de Mme Marega, si vous le lisez très bien, et il explique, ce livre explique vraiment ce qui s'est passé en Guinée. Et comment Sékou Touré a éliminé les cadres guinéens. Et avec aussi la participation des pays de l'Est. Donc, c'est un combat difficile qui est devant les Guinéens. Et nous savons aujourd'hui qu'Alpha Condé s'est entouré de médiocres et de voyous, des gens qui nous a fait croire qu'ils combattaient quand Lansana Conté était au pouvoir. Aujourd'hui, ce sont ces gens qui l'entourent. Et puis les rejetons de la classe dirigeante du régime de Sékou Touré. Donc, nous devons continuer ce combat-là. Il est difficile. Mais je pense qu'on peut le réussir si on est avec nous-mêmes et si nous cadrons bien le débat. C'est ce que j'avais ajouté. Voilà, et puis je voudrais parler de la responsabilité citoyenne, parce qu'en fait, il faut savoir quand même que les intellectuels, les citoyens ont des responsabilités. Parce que même si aujourd'hui, il y a l'équipe nationale de Guinée qui évolue en Égypte et tout le monde supporte cette équipe. Ça, c'est dire que bon, parce que nous sommes, disons, nous appartenons au même pays. Mais quand nous voulons le faire, remporter cette coupe, c'est pour notre pays. Donc, cherchons encore sur le plan le plus important, c'est-à-dire le bien-être et l'état de droit. Cherchons à ce que vraiment notre État soit un État de droit, où il fera bien de vivre, quel que soit ton groupe ethnique, que tu sois dans ton pays, pas dans les conditions actuelles que nous connaissons. Il suffit de parler avec nos compatriotes en Guinée pour vous dire, bon, voilà, aujourd'hui, si tu veux avoir ceci et cela, il faut être tel groupe ethnique ou bien ceci et cela. Ça, c'est très important. Et maintenant, même les politiciens, nous devons les aider à faire un choix judicieux pour notre pays. Voilà. Parce qu'en fait, ils doivent être nos représentants. Nous devons leur indiquer ce que nous voulons, qu'est-ce que nous voulons qu'ils fassent pour nous. Nous devons indiquer
aux hommes, aux forces vives, et aux acteurs politiques et de la société civile. Bon, voilà. Nous voulons quand même que vous nous aidiez à contrer l'état de droit. Donc, notre choix sera basé maintenant uniquement par, disons, la distinction que quelqu'un fera par rapport à ce projet national qui est là, qui est patriotique. Donc, si on le fait, je suis sûr et certain que c'est une façon encore de... Il ne suffit pas d'attendre des hommes politiques, oui, parce qu'eux, ils veulent le pouvoir. Mais c'est à nous de leur dire encore, bon voilà, il y a ce droit-là que nous voulons qu'il soit respecté. Voilà. Donc je crois qu'il y a cette responsabilité des citoyens et surtout des intellectuels. Parce que vous entendez des intellectuels guinéens qui vous disent, ah moi la politique c'est pas mon affaire, hein, moi je ne parle pas de politique. Ça c'est une démission. Que tu sois membre d'un bureau de parti politique ou non, mais tu es citoyen, tu as un devoir pour toi. L'État t'a formé pour que tu contribues au développement de la nation. Donc, en fait, tu dois utiliser ton intelligence et ta formation pour trouver une solution au problème du pays. Donc, cela n'est pas, il ne s'agit pas de dire que tu fais la politique ou non, mais tu dois agir de cette manière. Donc, je ne sais pas si vous voyez là-bas ce Sankara-là, un numéro qui termine par 22. Non, je ne vois pas. Ah, d'accord. Peut-être qu'il n'est pas Voilà. bien rentré. Donc, Il faut qu'il fasse bien ok. le 712 ou 770 94 et le code le 76 20 38. C'est une seule personne qui est rentrée, qui a voulu poser une question, mais qui est repartie. Ok, maintenant, nous avons parlé de choix et de responsabilité citoyenne. Aujourd'hui, nous avons cette affaire à la justice de la CEDEAO. Bon, nous savons que nous avons vraiment un avocat qui est très bien, qui a accepté vraiment, nous payons les frais nécessaires pour son déplacement et pour son travail, et il a fait du bon travail. Donc vraiment, nous continuons toujours à demander de l'aide, des contributions, parce qu'en fait, ce n'est pas terminé, mais à chaque fois qu'on a une certaine somme, on envoie pour le besoin immédiat. Mais ce n'est pas fini d'abord. Donc, parce que il y a d'abord l'injonction pour arrêter les démolitions, il y aura encore le procès pour les dédommagements. Ça, c'est un. Et que, si aujourd'hui nous arrivons à parler, à nous entendre ici, aujourd'hui, c'est parce qu'il y a cette radio. Cette radio, nous avons eu des problèmes pendant plus de 2 mois. Encore, je veux remercier ici à Philadelphie les compatriotes, les frères et sœurs qui ont accepté d'aider la radio. Et nous leur demandons à ceux qui ne l'ont pas fait de continuer toujours à le faire. Et par la même occasion, nous lançons encore l'appel à nos compatriotes partout où ils se trouvent dans le monde, surtout aux États-Unis ici, à chaque fois qu'il y a rencontre, de penser à notre radio. Parce que si aujourd'hui nous arrivons à communiquer ici, c'est grâce à cette radio. Grâce à cette radio, s'il y a des faits ou quoi que ce soit concernant notre communauté ici, et c'est gratuitement que la Sankara le fait pour nous. Donc, il faudrait qu'on réfléchisse sur ça et qu'on vienne en aide à la radio. Pas à la Sankara, mais à la radio pour nous faire l'aide. Bachir? Pardon, j'étais à mute, oui. Voilà, spécialement, particulièrement parce que je te remercie pour le travail que tu as fait avec l'avocat au nom de Portal quand même pour la préparation de ce dossier-là. Vraiment, avec l'avocat et avec le collectif, c'est pas facile. Parce que les victimes en Guinée, elles n'ont pas d'expérience où elles ont été aidées efficacement. C'est pourquoi il y avait de la réticence. Donc, mais cette fois-ci, avec tact et sérieux, qui a permis et qui a réussi quand même à les mobiliser, on t'a remercie vraiment pour ça. Si tu as quelques mots à ajouter. Oui, merci. Merci beaucoup. Moi aussi, je remercie tous ceux qui ont contribué et nous encourageons tous ceux qui veulent contribuer à le faire. Comme on a dit, on
On veut qu'on ait une expérience positive commune pour une fois, qu'on ne soit pas tout le temps en train de nous plaindre, qu'on bâtisse quelque chose ensemble, et vous verrez que ça va enlever beaucoup de toxines qui ont été inoculées à dessein dans les esprits des gens, justement pour permettre aux bandits d'échapper à la vigilance des gens. Donc c'est une tâche exaltante à laquelle tout le monde est convié, c'est ouvert à tout le monde, et donc si nous le voulons, nous le pourrons. On peut échouer cette fois-ci, mais si le gouvernement guinéen, pour une fois, le gouvernement guinéen a été traîné en justice et ne s'y attendait absolument pas. Ils sont pris de désarroi. Donc, et vous croyez que la prochaine fois, avant de démolir les maisons, ils ne vont pas regarder. Ils vont le faire peut-être par décider pour montrer à ces gens-là qu'on n'a pas peur, mais ils savent que les Guinéens ne se laisseront plus faire. Si on avait fait ça en 98, quand on a démoli Caporo, bon, ça n'aurait pas eu lieu, mais bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et c'est la voie, la seule qui nous reste à suivre. Je vais raconter juste une anecdote pour terminer. Je me rappelle d'un film où j'ai vu un Américain qui parlait à un gars du FBI qui vient lui dire, bon, ils veulent le pousser à ce qu'il défende un cas qu'il ne voulait pas. Il dit, mais écoutez, moi, défendre, serait trahir la Constitution. Il a défendu quelqu'un, il l'a convaincu et puis il voulait qu'il vienne plaider que le gars n'est pas coupable pour des raisons politiques. Il a dit non, c'est la Constitution qui, moi, est ma religion dans ce pays. C'est pas parce que je l'adore, mais il dit, toi, moi je suis d'origine irlandaise, toi tu es d'origine italienne. Qu'est-ce qui fait qu'on s'entende aujourd'hui aux États-Unis si c'est pas la Constitution? La même chose partout dans le monde. C'est le toit unique qu'on doit protéger. Et le protéger, c'est pas seulement venir aujourd'hui parce qu'on veut le changer et que ça va permettre à des gens qui aspirent au pouvoir de ne pas l'avoir, à ceux qui veulent se maintenir. Personne n'a défendu cette constitution à part nous sur le terrain. Personne. Pendant 9 ans. On l'a trituré, on a tué des gens, on a fait tout ce qu'il fallait. Ce n'est qu'aujourd'hui, parce que c'est devenu un outil d'accaparement de pouvoir, on défend la constitution. Il faut qu'on arrête ces jeux. Merci. Ouais. Je vous remercie. Merci. Et pour cette raison, je vais encore remercier notre président, M. Lamine Diallo, pour le leadership. Et aujourd'hui, pendant 9 ans, nous sommes là en train toujours de continuer à travailler au sein de cette organisation. C'est grâce à votre leadership, M. Diallo. Donc, on vous remercie, on vous souhaite bon courage et encouragez de nous inviter à la tête de notre organisation parmi nous. Et je voudrais vous passer la parole pour clôturer cette émission aujourd'hui, M. Lamine Diallo. Alors, merci, je vous remercie. Je remercie aussi Bachir. Je me joins à M. Barry pour remercier Bachir pour l'effort constant sur l'affaire de Capororail et sur tous les autres, parce qu'on le surcharge ici. Notre organisation survit grâce à l'intégrité de ses membres et à l'intégrité du combat que nous menons. Et ce combat, nous le menons pour faire de la Guinée un état de droit. Faire de la Guinée où il fait bon vivre. Nous ne menons pas ce combat contre une ethnie et contre un groupe de personnes. Nous combattons des gens qui ont commis des crimes. Et des crimes en utilisant leur pouvoir, le pouvoir de l'État, pour agresser la population de ce pays. Ce que nous avons connu depuis l'indépendance et nous continuons à subir la violence de l'État. Les populations guinéennes continuent à subir la violation de l'État. Donc c'est pour ça que nous luttons. C'est là que nous luttons pour les gens de Capororail, pour qu'on leur rende justice. Parce que nous sommes touchés par les violations des droits de l'homme. Qu'on jette des familles dehors. Comme ça. Avec des efforts, des années de travail que les gens ont fournis pour donner un toit à leur famille. Et qu'un jour, un groupe de voyous, parce qu'ils ont le pouvoir, ils ont la force de leur côté, viennent démolir leur maison et les jeter dehors. Et c'est dans quel pays nous vivons. Donc c'est pour cela que tous ces combats sont menés. C'est la même chose pour les crimes qui sont passés le 28 septembre. Nous ne pouvons pas continuer à accepter que l'État violente la population, comme ça, avec impunité. Donc nous demandons à tous les Guinéens de se joindre à ce combat. C'est un combat noble et seul l'État de droit peut faire de la Guinée une nation. Donc, je vais finir par
remercier Fréquence Scandale et Alain Sankarela pour sa disponibilité. Je sais que ces derniers temps, il a eu des difficultés de santé et nous lui souhaitons toujours un bon rétablissement. Je vois qu'aujourd'hui encore, il se porte mieux. Je remercie le bon Dieu pour ça. Donc, c'est tout ce que j'avais à rajouter ici. Merci, M. Bell. Merci. Demain, nous aurons notre émission en Poulard. Ce sera sur la démission du ministre de la Justice, Cheikh Sako. Donc, demain, on va parler de ça.